Nous sommes aujourd'hui au musée du château de Belfort, un des 3 lieux de l'exposition Carré magique de Jacques Verdier. 3 invités sont présents sur le plateau que j'interrogerai tout à l'heure. Mais tout d'abord, voyons le premier reportage dans l'atelier de l'artiste. À mon retour de Tunisie, lorsque j'ai installé mon atelier dans l'ancien hangar à papier de l'imprimerie de mon père, c'est tout naturellement que j'ai pris des cartons, des buvards, des livres de contes pour les mettre sur mes tableaux. Et ils sont devenus l'ossature de mon travail. Tout ce qui était au sol, souvent, les papiers qui étaient au sol, sont passés sur la toile. J'utilise des pinceaux, j'utilise de la colle, j'utilise des enduits, des pigments, des pastels gras ou bien des pastels secs, du papier. Il y a souvent 4 ou 5 techniques par tableau. J'ai besoin de cette discontinuité plastique. L'avantage du pigment sur les autres peintures, c'est qu'il donne une couleur qui irradie, une couleur pure. L'acrylique, par exemple, c'est une peinture qui est plus artificielle, plus plastifiée, plus mate aussi. Elle est moins naturelle, contrairement aux pigments qui, eux, sont tous d'origine organique. J'utilise pas d'huile à cause du fait que mon travail nécessite de la rapidité et l'huile est un procédé qui est lent et qui ne me convient pas. Le papier a une texture qui lui est propre. J'ai toujours aimé le travailler pour sa souplesse. On peut mettre n'importe quel type de peinture. On peut le froisser, intervenir avec des craies, on peut l'enduire. J'aime bien mélanger différents types d'écriture. Là, il y a un dictionnaire. Cela dépend des lieux en fait où je travaille. Quand je suis en Tunisie, je récupère des calligraphies. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai commencé à inclure de l'écriture dans mon travail. C'est-à-dire que quand je pars en voyage, j'amène très très peu de matériaux, juste des liants acryliques, et je me sers de ce qu'il y a sur place. Des pigments locaux et du papier. Surtout du papier, parce que le papier, on en trouve de partout. C'est un matériau qui est disponible, qui est simple, qui a une vie interne, une vie qui lui est propre. C'est-à-dire, c'est les traces d'une culture. Où qu'on aille, on le trouvera toujours, il sera toujours là, présent. Ce mélange forme une matière avec le papier et l'enduit. Je vais mettre un autre type de papier plus fin, qui n'a pas la même couleur, pour créer une rupture entre ces 2 éléments sur lesquels je rajoute de l'enduit. Pour cette exposition, je suis resté 2 mois sans travailler sur les tableaux. J'ai commencé par faire un bon nombre d'études, des croquis. Et une fois cuit sur les rails, le travail avance vite. C'est-à-dire, je sais où je vais, car j'ai tout plus ou moins préparé. Il y a toujours du hasard, mais beaucoup moins, tout est beaucoup plus maîtrisé. Auparavant, par contre, je travaille d'une manière beaucoup plus spontanée. Et maintenant, je maîtrise beaucoup plus les choses. Jacques Verdier, Carré magique, un titre superbe pour une exposition. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce titre ? Le carré magique est un principe mathématique, mais outre cet intérêt au nombre, ce qui m'intéresse dans ce terme carré magique, c'est son aspect métaphorique. C'est-à-dire que le carré est un lieu qui est fermé et en même temps un lieu où tout est possible. C'est un rapport entre quelque chose de fini, quelque chose d'infini, de délimité et d'illimité. Ce jeu de pistes que vous dessinez un peu partout dans la ville, ces pictogrammes, ces signes, ont-ils une signification, voire une symbolique ? Une symbolique, disons que mon travail n'a pas un sens qui est fermé. Le public, le regard du spectateur est assez important pour moi. Je veux que mon travail soit un lieu ouvert. J'utilise des signes, j'utilise des vous leur laissez une certaine liberté en quelque sorte. Oui, oui. Et vos couleurs, là, il y a peu de couleurs chez vous. 3 couleurs élémentaires, le bleu, le jaune, l'ocre, mais elles irradient, elles vibrent. Alors, est-ce émotionnel ou purement esthétique ? J'ai commencé à utiliser la couleur à mon retour de Tunisie. Et c'est là où j'ai inclus du bleu. Avant, j'avais un travail qui était assez sombre. Et d'un coup, il est venu, les bleus ont commencé à irradier, à sortir de la toile.
Et ça vient aussi surtout du fait que là-bas, j'ai découvert la lumière, aussi la légèreté des choses. Alors qu'ici, oui, là-bas, la Tunisie, alors qu'ici, tout est beaucoup plus lourd, on se sent plus rattaché au sol. Donc c'est en sorte cette symbiose entre ces deux cultures qui s'opère avec la couleur. Il y a donc en quelque sorte l'élévation pour les pays du Sud et l'enracinement dans le sol pour notre région. Quels sont vos projets? Ben là, je vais avoir un projet sur Vesoul et puis un autre sur Bâle. Merci Jacques Vardier. Regardons maintenant le deuxième reportage, tourné le jour du vernissage, ici même et à la tour 46. Il y a toute une symbolique avec la géométrie, c'est-à-dire au niveau du triangle, par exemple, il y a un rapport aux chiffres, il y a un rapport à l'évolution, à l'involution. En fait, toutes ces formes géométriques, je les utilise pour établir une forme de cosmogonie et une forme de questionnement sur l'être humain et son rapport au monde. Et en même temps, les travaux qui sont ici sont souvent basés sur les carrés magiques. Ça, c'est un autre principe qui est mathématique, mais qui est un support. On a le carré ou le rectangle, c'est-à-dire la stabilité plus le triangle qui est rajouté, c'est-à-dire l'évolution, un triangle comme ça. Oui. Donc c'est souvent considéré comme l'homme. D'accord. C'est-à-dire que la stabilité, la terre et la volonté d'accéder au-dessus. Dans le 7, là par exemple, on a le carré ou rectangle, peu importe. Hein. Et puis on a le triangle qui est ici. Oui. Donc cette volonté d'accéder au-dessus. Et en même temps là, une partie du cercle qui est l'incorporation, qui est le creuset, qui est le fait de recevoir. Bon, puis ainsi de suite. Puis après, bon, au château, il y a des choses comme ça qui sont faites au chiffre 10 par exemple et qui sont des voûtes qu'on retrouve, je sais pas, partout. C'est-à-dire que moi, ce qui fonctionne plus chez moi, c'est la vision. La vision. Ouais, c'est ça. Mais la vision voir et vision dans le terme de visionnaire, quoi. Voilà. Je fonctionne comme ça. C'est pas un travail sur l'intelligence, c'est pas un travail philosophique, c'est un travail sur la vision. C'est étonnant dans mon parcours, dans la mesure où j'ai des tableaux que j'avais faits quand j'avais 20 ans. Et en fait, on voyait, c'était figuratif. Et il y en a un où on voyait ce monument qui était morcelé dans des carrés au loin. Enfin, des monuments comme ça. C'était comme si c'était une sorte d'appel ou... Je sais pas. Beau. Alors que la deuxième. Des vieux livres de contes de l'imprimerie qui datent des années 30. Il y a encore des noms de Belfort hein, qu'on connaît, qu'on arrive à retrouver là-dessus. Je crois que vous l'avez compris, le travail de Jacques Verdier est entièrement basé sur les oppositions de forme, oppositions de couleur, oppositions au niveau du texte. Et je crois que le code qu'il nous propose n'est pas une méthode et une conclusion, c'est au contraire un dialogue ouvert. Et je crois que chacun, à partir de là, est capable de faire son propre parcours, parce que bien évidemment, les formes elles peuvent se moduler, elles ne sont pas figées telles qu'il nous les propose. Il a travaillé comme un fou là pendant toute une année, il faut le voir, hein. N'oubliez pas d'y aller. Patrick Cheloudiakov, votre galerie La Cour des Arts présente toujours des artistes contemporains, voire d'avant-garde. Est-ce que vous sentiriez l'âme d'un découvreur de talent? Ben, je crois, car je pense que toute galerie, en fait, devrait rechercher des jeunes artistes et de les accompagner dans toute leur évolution afin de découvrir, je pense, des nouveaux talents et de miser un petit peu sur ces jeunes créateurs hein, qui sont là et qui existent, quoi. Donc, je pense qu'il faut les montrer. Et effectivement, des galeries comme la vôtre, de Dijon à Strasbourg, disons, elles se comptent sur les doigts de la main. Alors, vous avez l'impression de remplir une mission pédagogique? Je crois, du fait déjà de mon emplacement, que j'ai essayé de choisir quand même au centre de la ville
Et donc, il y a énormément de gens qui passent, donc, aussi bien des jeunes gens que des personnes d'un certain âge. Et surtout les élèves des classes A3, par exemple. Oui, donc là, j'ai laissé un peu aussi une forme de carte blanche à des élèves pendant une semaine qui ont investi un peu les lieux et donc ont montré un peu leur création. Donc ça, c'est un petit peu aussi le but pédagogique d'une galerie. Votre réponse me fait me tourner vers Christophe Cousin, le conservateur du musée de Belfort. Christophe Cousin, il entre dans vos fonctions de faire connaître les artistes régionaux de talent, de leur donner leur chance. Alors quelles sont donc finalement les différences entre vous et le galeriste Patrick Chaloudiakov? En fait, les différences ne sont pas fondamentales. Je crois d'ailleurs que le discours de Patrick est plutôt rassurant. Ce talent de découvreur qu'il a, je crois que c'est aussi inclus dans les fonctions d'un conservateur de musée. C'est un petit peu ce que je déplore actuellement, c'est que je crois que malheureusement pas beaucoup de musées ont le temps ou ont le courage de donner carte blanche à un certain nombre de jeunes artistes, qu'ils soient issus de la région ou de la ville ou bien qui viennent d'ailleurs, peu importe. Je crois que c'est une fonction importante de la part d'un musée. Pourquoi avez-vous choisi donc Jacques Verdier pour votre première carte blanche jeune artiste, qui est d'ailleurs carte blanche, une excellente idée, initiative? Jacques Verdier, je le connais depuis un certain temps, peut-être déjà depuis plusieurs années. Ça faisait partie de mes circuits de découverte et de visites d'ateliers. Je l'ai suivi au cours de toutes les manifestations qu'il a pu faire, que ce soit à Léonberg ou que ce soit à la Ville Laër. Je connaissais son travail, je connaissais la pertinence de son travail, son discours, sa démarche, enfin, je connaissais tout ce qu'il fait, sa personnalité. Et quand on a mis au point cette série de cartes blanches, parce qu'il y aura des suites, j'ai donné carte blanche à Jacques Verdier, qui a investi tous les lieux de la ville qu'on lui avait choisis, et il a créé pour ces lieux. Pas seulement des œuvres qui existaient avant, mais il les a entièrement travaillées pour ces lieux. Il y aura des suites, vous avez dit. Alors justement, est-ce que vous pouvez déjà nous donner le nom du ou des prochains artistes auxquels vous donnerez carte blanche? Pour l'année prochaine, les deux fils messagers, Simon et Mathieu, peut-être 97, Yves Normand. Simon et Mathieu, mais il faut peut-être préciser que l'un est peintre et l'autre... Simon est peintre, Mathieu est poète. Ils se complètent parfaitement. Mathieu irait très bien à la bibliothèque. Simon est également au musée à la Tour 46. Et vous les avez choisis sur quels critères alors? Je les ai choisis parce que je les connais depuis très longtemps. Je connais la personnalité du père, que tout le monde connaît bien évidemment. Et leur travail est tout à fait aussi pertinent. Il est sans commune mesure avec ce que fait le père, parce qu'ils ont chacun leur propre dialectique et leur propre discours. Et c'est ça qui m'a fait m'intéresser à eux. D'accord. Messieurs, je vous remercie. Merci.